Chapitre 15e. Zut, zut, zut. Clive Water ne trouvait rien à dire que ce juron, qui avait servi si souvent qu'il ressemblait maintenant à un vieil élastique incapable de réunir ses idées chancelantes. Il plongea dans un fauteuil du lounge du Lido Palace. Le ménage s'était finalement transporté au Lido, et là, douillettement enfoncé dans des coussins de maroquin, ses bonnes grosses lèvres empourprées de malaise et de mauvaise humeur, les veines de ses tempes se gonflaient d'une vaine et impuissante exaspération. Et puis zut, s'écria-t-il une quatrième fois. Le lounge était vide. C'était l'heure du bain de soleil sur la plage. Personne dans l'hôtel désert et rempli de demi-jour, hormis un petit groupe de liftiers en coutil blanc qui bâillaient près de l'ascenseur et le portier doré sur tranche qui somnolait à son pupitre. En face de Water, Boyne occupait un second fauteuil de maroquin où sa personne fluette avait toutes les peines du monde à s'ancrer solidement. Les lèvres pincées par l'attention, il observait son camarade avec le même intérêt qu'il eût apporté à une palabre avec quelque potentat indigène auquel il eût tenté de faire accepter quelque vaste entreprise exigeant d'emprunter le territoire du sudit potentat. Mais avec un roi nègre, un accord est toujours facile. Il ne s'agit que de s'entendre sur une question d'intérêt et de convaincre ce primitif que ce qu'on lui offre vaut quelque chose. On avait beau avoir besoin d'un interprète, on parlait au fond la même langue. En causant avec Water, Boyne avait toujours l'impression de parler une langue étrangère. En apparence, tous deux se servaient du même vocabulaire, mais ce vocabulaire n'avait pas le même sens pour tous les deux. Water pataugeait indéfiniment dans une mer d'incompréhension. « Quand le diable y serait, qui puis-je » répétait-il. Il lui semblait inouï qu'il pût arriver malheur à un homme comme lui, si bien portant et si riche. Ce ne pouvait être qu'une erreur, la négligence de quelque subalterne, comme d'avoir oublié la sonnette d'alarme, ou de commander le chauffeur, ou de payer l'assurance, ou de couper le téléphone à un raseur. Ce ne pouvait être que par une fissure de ce genre dans la solide armure dont il cuirassait son bien-être qu'une tribulation pareille avait pu se glisser. Oh, pouvoir seulement l'attraper, le coquin, le salaud. Ça aurait été déjà un immense soulagement. Le malheur de la situation, c'était précisément qu'il n'y avait pas cette fois de salaud à attraper. « Ce n'est pas que je blâme la petite, » dit-il brusquement en interrogeant ses grosses pattes couvertes de poils blonds, aux ongles vernis, et cornait un large anneau d'or enchâssé d'un saphir brut. Puis, ses yeux se relevèrent vers Boyne, qui, sur le champ, se mit en garde. « Tu comprends, cette affaire d'argent, Judith ne s'est pas doutée un instant. »« Bah !» dit Water, « n'en parlons pas, c'est quelques dollars, cela n'a aucune importance. » Ainsi, la question qui aux yeux de Boyne était la plus scabreuse était écartée en un tournement. Boyne avait bien remarqué que le père avait à peine lu la pauvre petite lettre de confession arrachée à sa fille et qu'il avait empoché les dollars restitués avec autant d'indifférence que s'il s'était agi d'une dette de jeu. Évidemment, au Lido Palace, on jugeait les choses autrement qu'ailleurs. Les valeurs étaient différentes. Ce qui tourmentait Water, c'était l'épouvantable tintouin que lui donnait toute cette affaire, et aussi, soyons justes, un sourd sentiment de remords à l'égard de ses enfants. Je ne me doutais pas que cela leur ferait tant de peine à ces mioches. Ainsi le fit parler l'émotion paternelle. C'était peu, mais c'était sincère. « Ils s'aiment de tout leur petit cœur, » reprenait Boyne. « Ils ne peuvent se passer les uns des autres, ni de toi non plus et de ta femme. Ce qu'il leur faut par-dessus tout, vois-tu, c'est un foyer où ils vous auraient tous les deux. »« Quelle affaire !» grommelait Water. « Quelle affaire !» On eût dit que Boyne lui proposait le trône d'Angleterre. Pourquoi parler de choses impossibles? On a beau être riche, on ne peut pas tout avoir. Il y a des choses qui ne s'achètent pas avec tout l'or du monde, et Water, dépouillé du sentiment robuste de son omnipotence, était plus désarmé qu'un limaçon sorti de sa coquille. « Ah, si on pouvait vivre en paix !» reprit-il, accablé par le poids de son impuissance. « Il suffirait de t'entendre une bonne fois avec Joyce. »« S'entendre avec Joyce ?» fit le pauvre mari avec une dérision amère. « Mais si, c'est très possible. Elle aime ses enfants, toi aussi. Les petits vous adorent. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen d'enterrer tout ce mauvais passé et d'arranger vos deux vies de manière à garder les enfants auprès de vous pour leur donner quelque chose qui ressemble à un foyer, tandis que vous feriez ce qui vous plaît en votre particulier. »
Boyne se sentit les lèvres sèches en émettant ces propositions arides. Walter, les coudes sur les genoux, se prit à réfléchir et à considérer ce tableau d'un ménage idéal. « Le diable est que Joyce n'aime rien faire qu'avec éclat, » prononça-t-il enfin sans la moindre ironie. « Mais il y a les enfants. Je suis convaincu qu'elle ne voudrait pas s'en séparer. Ah ça, parbleu, moi non plus. Moi non plus, je n'y consentirai jamais. » Et son poing fermé s'abattit pour ponctuer sa phrase sur la protubérance épaisse du bras de son fauteuil, où il s'enfonça pesamment, comme si ce meuble avait été l'image de la résistance inutile et vaincue de sa femme. « Dieu merci, je suis en mesure de faire mes conditions, » poursuivit Walter avec plus de force que de conviction. Boyne se leva très fatigué. Les os lui faisaient mal, comme s'il venait de faire une ascension très dure au-dessus d'un précipice. Il se sentait une vague migraine. « Voyons, Clive, à quoi riment ces menaces? Tu es le maître, qui dit le contraire? Ta femme et toi, vous deux, vous avez la force. Rien ne vous est plus facile que d'anéantir ces petits êtres. Comme tu y vas, tu exagères, » protesta l'autre. « Pas le moins du monde. Tiens, regarde cette pauvre Doll Westway. À force d'être renvoyée de Caïphe à Pilate, je connais l'histoire. C'est Judith qui me l'a racontée. Je ne vois pas le rapport. Et qui plus est, je n'admets pas d'être mis dans le même sac avec un individu de l'espèce de Charles Westway. Voyons, mon vieux. Mais il n'y a pas un tribunal au monde qui aurait confié à un pareil voyou la garde de ses enfants. Les miens n'auront jamais rien à redouter de moi, et Joyce le sait bien, elle et ses avocats. Je n'en doute pas. Toute la difficulté est que tes enfants ont besoin de Joyce tout autant que de toi. Ce qu'il leur faut, ni elle ni toi ne le pouvaient séparément. C'est de vous deux qu'ils ont besoin. C'est cela, un foyer, être ensemble. Boyne se tut, ravalant avec nervosité sa propre éloquence. Walter lui jeta un regard découragé. « Tu ne veux pas boire quelque chose ?» lança-t-il. Il fit signe à l'un des boys en coutil blanc. Dans les profondeurs désertes du hall, un garçon apparut avec une nappe et un plateau, la voile et le radeau de la Méduse. « Par ici !» s'écria fiévreusement Walter. Boyne s'attendait à le voir agiter son mouchoir au bout d'un bâton, puis les deux hommes se mirent à boire en silence. Avec Joyce, ce fut moins facile. Elle échappait toujours. C'était toute une affaire de la saisir. Non pas qu'elle évitât son mari, loin de là. Elle ne manquait pas une occasion de discuter avec lui leurs affaires de ménage, ou plutôt de séparation. Et elle s'était jetée au cou de Boyne du plus loin qu'elle l'avait aperçu, dans une véritable tempête d'inquiétude maternelle au sujet de l'escapade de ses enfants. Mais à peine rassurée sur ce point, elle déclara que c'était bien fait pour son mari, et que cela lui apprendrait. Puis elle courut à un rendez-vous sur la plage, en promettant à Boyne de le voir entre 8 et 9, quand elle reviendrait s'habiller pour dîner. « En attendant, dit-elle, Clive s'occupera de vous. » Il était plus près de 9 heures que de 8, quand Boyne l'attrapa enfin dans le couloir qui menait à sa chambre. Elle le fit attendre dans le boudoir pendant qu'elle ôtait son maillot, et reparut aussitôt en peignoir dans un nuage de parfum, les yeux brillants, ébouriffés et aussi jeune que sa fille, dans l'animation d'un début d'intrigue amoureuse. Notre héros ne put s'empêcher de se rappeler le mot de son ami Terry. Avec tous ces trucs de médecin d'à présent pour rajeunir les parents, et force lui fut de convenir que la doyenne de la troupe était encore celle qui faisait le plus d'effet. Elle se jeta sur une chaise longue, les mains croisées derrière la tête, et déclara « C'est vraiment un beau coup de Judith. Elle a fait peur à son père. Cela le fera réfléchir. » Décidément, ce serait plus dur avec elle qu'avec son mari. Qu'appelez-vous réfléchir? Mais revenir à la raison, me donner les enfants à moi et à Gérard. Elle ferma les yeux doucement en prononçant Gérard. C'était un geste de Judith, cette manière de couver certaines pensées, certaines images, avec une caresse des paupières. Souvenir affreux. Boyne haïssait chez la mère ce qu'il chérissait chez la fille. Il n'y a qu'un malheur, Joyce, c'est que les enfants ne l'entendent pas ainsi. Ce qu'il leur faut, ce n'est pas vous, et monsieur n'importe qui. Ce qu'il leur faut, ce sont leurs parents. Clive et moi, édifiant spectacle. Mon Dieu, ils ont passé condamnation là-dessus, Terry tout au moins, et Judith. Et je vous dis qu'ils sont malades d'affection pour vous. Pour les plus jeunes, bien entendu, ceux dont ils sentent le besoin, ce n'est pas si compliqué, c'est simplement une bonne tiédeur, un petit nid bien chaud, comme font tous les petits d'animaux.
Elle considérait la nacre de ses ongles comme d'un air d'admirer son indolente beauté. « Vous comprenez » insista Boyd. « Ces sautes de température les tuent. » Qu'entendez-vous par saute de température ? Mais oui, chaque fois qu'il y a mal donne, je veux dire chaque fois qu'on les change de beaux-parents. Il en résulte un changement d'atmosphère. Or les jeunes êtres, comme vous savez, ne souffrent pas le changement. Il leur faut l'habitude, la régularité, le retour des mêmes choses, la monotonie si vous voulez. C'est là leur élément vital. À sa grande surprise, Joyce abonda dans son sens. Le changement. On ne pouvait lui reprocher d'avoir le goût du changement. Est-ce que ce n'était pas elle qui était revenue à Clive de son propre mouvement? Et pourquoi? Uniquement à cause des enfants. Eh bien, à quoi cela a-t-il servi? À les faire assister à un âge où ils ont de bons yeux à l'éternelle série des querelles, au perpétuel désaccord, au scandale, car je vous dis entre nous que Clive est un homme scandaleux, bref, à ce dont ils n'ont déjà que trop souffert dans leur enfance. Est-ce là ce que vous appelez un élément vital? Pour moi, je me refuse à cette nouvelle expérience. Que les enfants déclarent vouloir vivre chez moi et uniquement avec moi. Clive, dès qu'il sera tombé entre les pattes d'une autre femme, ce qui ne saurait tarder longtemps, ne saura que faire des petits et sera trop content de les savoir en sûreté entre mes mains. Et avez-vous pensé à ceci? Quel bonheur pour Terry d'avoir toujours Gérard près de lui, non plus comme précepteur, mais comme ami, comme compagnon, comme guide, enfin, tout ce que son père n'a jamais été pour lui. Vous avez bien vu comme ce petit s'est pris d'affection pour Gérard. Pour Gérard, cet enfant, c'est une vraie adoration. Je ne vous cache pas, conclut-elle, que c'est une des raisons qui m'ont le plus poussé à prendre le parti de rompre avec Wetter. Elle avait l'élocution plus facile que son mari. C'était un adversaire beaucoup plus redoutable. Elle noyait Boyne sous un flot de verbiage sentimental, et elle avait sur son épouse cet avantage considérable. Elle croyait sincèrement que les enfants seraient heureux avec elle, tandis que Wetter envisageait seulement la question de droit. « Mais quoi? 9 heures passées ?» s'écria-t-elle tout à coup. « Et les Range qui m'attendent à dîner avec le duc. À tout à l'heure. Bien entendu, vous dînez avec nous. Impossible, j'ai promis à Clive. Mais Clive fait de la partie. Comment? Vous ne saviez pas? Il s'est amouraché de Sibyl Ulmer. Elle en voulait au duc, et puis, comme elle n'a pas réussi, elle s'est rabattue sur Clive. Une vraie comédie. Ah, il y a des femmes qui ne sont pas dégoûtées. Mais celle-là en a tant fait. Un de plus ou de moins, elle n'y regarde pas de si près. Et Clive a été obligé de se remettre bien avec Zina Wrench, parce que c'était le meilleur moyen pour se rapprocher de Sibyl. Alors, vous dînez avec nous, c'est dit? Et Chip, c'est vraiment vrai qu'il va tout à fait bien. Et Terry, c'est votre avis que Cortina lui fera du bien? Une demi-heure plus tard, Boyne, stoïque et résigné, était à table dans le restaurant bondé du Lido Palace, au-dessus du murmure étoilé de l'Adriatique. Il était entre Zinnia Lacrosse et Joyce Wetter, et il avait en face de lui une mince créature qui d'abord le fit penser à Judith. Mêmes yeux étonnés et caressants, même air d'apparition au milieu de l'éclat des lumières. Mais en la voyant de plus près, en la regardant sourire, en l'entendant parler, il eut honte de la comparaison. « Se peut-il que vous ne connaissiez pas Sibyl Ulmer ?» lui glissa Joyce à l'oreille à la faveur des saxophones. « Mais voyons, rappelez-vous, Madame Charlie Westway, mais oui, c'était elle. Sa fille s'est tuée l'an passé à Deauville. Ça a été un drame épouvantable. La mère se drogue comme je ne sais quoi. On ne le dirait pas, n'est-ce pas? Sous cet éclairage, on lui donnerait l'âge de ma fille. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Je la trouve hideuse, votre amie. Ce n'est pas la vie des couturiers. Il l'habille gratis. Regardez-la en train de faire de l'œil à Gérard. Cela met mon mari hors de lui. Jolie belle-mère pour mes enfants. Vous comprenez que je me batte pour les garder. » Tout alentour, à des tables pareilles, dînaient des copies de Lord Range, de Wetter, du duc et de Gérard, des répétitions de Joyce, de Zinnia et de Madame Lulmer. « La voilà, » pensa Boyne, la beauté standardisée. C'était elle, mécanique, implacable, sans fin et sans plus de sens que les multiplications dans les cauchemars. Toutes les femmes avaient le même âge, le même couturier, les mêmes amants, les mêmes joailliers, les mêmes masseuses, sortaient manucurées des mains des mêmes docteurs d'académie de beauté. Seulement, les plus vieilles, celles qui ne pouvaient plus faire illusion, portaient des robes plus courtes et montraient des épaules plus nues. Un double jazz noyait les conversations,
mais aux gestes et aux lèvres on pouvait deviner qu'elle disait exactement les mêmes choses que Joyce et ses amis. Ne pas ressembler à tout le monde eût été une inconvenance, et Boyne songeait à l'incurable simplicité des gens de plaisir et des mondains. Au large, le mont Béguin dessinait un triangle de feu et croisait dans le crépuscule. Une brise, venue avec la nuit, chassait le reflet de ses feux vers la plage sur une multitude de petites vagues pressées. Mais aucun des dîneurs ne regardait la mer, parce que ce n'était pas l'heure de s'y intéresser. Une idée? Si nous allions finir nos cigares sur le bateau, prononça Water, qui voulait faire admirer son nouveau joujou. Les convives, fatigués de leur journée d'oisiveté et suivant la ligne de moindre résistance, descendirent à l'embarcadère où le canot attendait dans l'ombre et mêlait la lueur de ses cuivres au reflet des étoiles. Water prit le bras de Boyne. « Demain matin, sans faute, mon vieux, on videra cette question des enfants. » Chapitre 16e. Dans le vocabulaire du Lido, le mot de matinée signifie à volonté l'heure languissante de l'apéritif ou l'heure encore plus engourdie qui sépare la digestion du bain de 5 heures du soir. Boyne employa toute son énergie à obtenir des Water de vouloir bien consacrer une de ses heures de loisir à l'entretien désiré, et triompha quand on convint d'un rendez-vous à l'hôtel avant le déjeuner. Par malheur, à cette heure-là, pas un coin tranquille dans le lounge, ni sur les terrasses avoisinantes. Tout le peuple du palace s'y déversait en masse, en réclamant à boire et à manger. Boyne venait à peine d'installer le ménage Water dans 2 des fauteuils profonds où son espoir de les retenir reposait sur la difficulté physique de se relever, que Lady Ranch entrait en se faisant les ongles avec un outil d'écaille et fredonnant un air nègre de son exécrable fausset. « Seigneur, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous complotez? Vous avez l'air de poser pour un film. » Et elle fit une pause, après cette entrée de théâtre, très satisfaite de son effet. « Ce que nous faisons, » répliqua Joyce, d'une voix irritée. « Ma chère, vous me rendriez service de me le dire. Je crois que Martine est en train de nous donner des leçons pour nous apprendre à élever nos enfants. »« Alors, si c'est sérieux, au revoir, » dit Lady Ranch. « Je vais voir la tante des Mendip, celle qui vient d'arriver. Elle vient de quelque part là-bas. C'est quelque chose de marocain. Marocain, c'est un nom de cuir, n'est-ce pas? Enfin, c'est du sud de l'Afrique. On est en train de la monter. Il paraît que c'est une merveille. »« Une tante neuve ?» dit Joyce, et son visage brilla de curiosité et du désir vagabond d'être de tout ce qui se faisait. « Le dernier cri, ma chère. C'est décoré de dessins cubistes. Une idée de peignoir pour Anastase. Tiens, vous voilà, Gérard. Je vous cherchais partout. Je vous croyais noyé. Vous venez voir la tante de Mendip. » Joyce leva la main. « Gérard. Monsieur Ormerod, un moment, s'il vous plaît. Nous sommes en train de discuter une question importante. J'aurais besoin de votre avis. »« Joyce, par pudeur, » fit son mari. Joyce lui jeta un regard de dignité blessée. « Vous ne voudriez pas que je n'ai pas mon conseil? Vous avez bien Martine, vous. »« Il ne s'agit pas d'un championnat, » grogna Water. « Qui sait, nous verrons bien. Asseyez-vous, Gérard. » Madame Water lui désigna un fauteuil, où Ormerod ensevelit de mauvaise grâce ses longues jambes. « Joyce, Clive, avez-vous vu la tante de Mendip ?» C'était Madame Lulmer, une Madame Lulmer exquise, sans rides, dans un chiffon de maillot dont la parcimonie se cachait mal sous le renfort d'une écharpe orange transparente, et qui posait là, dans une séduisante attitude plastique, aux yeux du couple devant lequel Boyne avait mis le blocus. « Allons-y vite jeter un coup d'œil avant l'apéritif. Clive, je vous emmène. » Madame Water pinça les lèvres et un peu de rose monta aux tempes, inondée de sueur, de son mari. « Pouvons pas, Sib, nous causons affaire. »« Affaire. » Aussitôt la figure vaporeuse de Madame Lulmer prit les bords précis et coupants d'un camé, et ses yeux se réduisirent aux fentes d'un créneau de guetteur. « On vous a mis sur une bonne piste. Moi, je suis toujours dans la dèche. Un bon tuyau, par charité. » Water se mit à rire. « Il ne s'agit pas d'affaires de bourse. Il s'agit des enfants. »« Encore? Tiens, cela me fait penser que j'ai une fille. Où est-elle passée? Pixie! Ah, la voilà. Ma chérie, va vite dans ma chambre et rapporte-moi un de mes nouveaux bâtons de rouge.
Pas baiser défendu, tu sais, mais nouveau péché. Celui qui va dans le nécessaire d'or que le duc m'a donné hier. » Un petit lutin à crinière d'ange préraphaélite et aux minces corps brûlés de soleil, qui jouait à des jeux de main avec un des liftiers, se détacha et prit son vol à la voix de sa mère. Une enfant délicieuse et d'une obéissance. Ah, si ma pauvre Doll m'avait écouté, dit madame Lolmer à Boyne, avec un sourire rétrospectif, qui voulait dire que le malheur de sa fille aînée avait été la conséquence de son opposition à la sagesse maternelle. « Voyons, j'étais en train de dire, » reprit Boyne, un peu nerveux, mais un flot de baigneurs, augmenté d'un renfort de touristes arrivés de Venise par le bateau pour déjeuner, enveloppa les Waters d'un groupe vociférant, et au même instant, la grosse horloge sonna le coup d'1 heure. « Allons, tu vois, mon vieux, il est trop tard pour parler affaires. »« Je crois que Joyce a du monde à déjeuner, » dit Water à son ami d'un air un peu gêné. « Mais tout à l'heure. »« Comme tu voudras, tout à l'heure. » Après le déjeuner, quand enfin, par degrés, la foule du restaurant et du grill-room eut achevé de se disperser pour le bain et les parties de bridge, comme on s'était donné rendez-vous à la tente du duc, « On serait très bien ici, » suggéra Boyne à Joyce avec une patience angélique. « Ici, sous la tente ?»« Mais oui, » insista Boyne, « on est à l'ombre, on est tranquille, personne ne viendra nous déranger. Pourquoi ne pas en profiter pour vider la question avec votre mari ?» Elle hésita, irrésolue. « Et d'abord, où est-il, mon mari ? » ?»« Ah, là-bas, je le vois. Sous l'ombrelle de Cibes, naturellement. Moi, je suis toujours prête, vous savez. »« À la bonne heure, je vais le réquisitionner. » Parmi les groupes vautrés sur le sable, il évolua jusqu'au parasol sous lequel gisait madame Lolmer, près de Clive Water, allongée à côté d'elle, pareil au plan en relief d'un pays de montagne. « Joyce t'attend dans la tente du duc pour causer. » Water souleva sur un coude languissant une partie de sa masse pesante. « Pour causer de quoi ? Ah oui, c'est bon. » Il était clair qu'à ce moment, Boyne tombait très mal. Mais Water se remit lentement sur ses pieds, se secoua, alluma une cigarette et suivit son ami d'un pas traînant. Madame Lolmer le rejoignit à l'entrée de la tente. « Je ne suis pas de trop, » dit-elle en souriant à Joyce, et Water murmura, moitié pour sa femme et moitié pour Boyne, « Elle a une grande expérience des enfants. »« Tout ce que je veux, c'est le bien des miens, » dit froidement madame Water, qui ajouta, après qu'ils furent installés sous la tente, « Martin, vous trouverez Gérard quelque part aux environs. Voulez-vous avoir l'obligeance de le faire venir ?» Water, en haussant les épaules, se laissa tomber avec résignation sur un des coussins de maroquin disposés en cercle dans la tente. Le premier mouvement de Boyne fut de revenir bredouille et de feindre qu'il n'avait pu trouver Gérard. Mais il réfléchit que Joyce pourrait prendre ce prétexte pour ajourner encore, et il revint bientôt, accompagné du précepteur, qui remorquait dans son sillage Lady Orange et ses élégances parfumées. « Mes enfants, » déclara celle-ci, « j'ai autant de droits que n'importe qui à siéger dans ce conseil. Il y sera sans doute question de ma petite. N'oublions pas que je suis la mère. » Ce raisonnement parut sans réplique, et Lady Orange s'assit sur sa pile de coussins avec un sourire de triomphe. « Il ne manque que Buondelmonte, » grogna Water à demi-voix, mais pas assez bas cependant pour ne pas être entendu de Zinnia. « Mais il n'est pas loin, » s'écria-t-elle, « je viens de le quitter au bar. Je ne vois pas pourquoi mon mari n'aurait pas voix au chapitre quand il s'agit de mon enfant. » On fut d'accord que cela non plus, on ne pouvait le refuser. Et comme Lord Ranch et le duc étaient inséparables, et que la conférence avait lieu sous la tente de ce dernier, personne ne fut surpris de les voir arriver tous deux et s'installer chacun sur une pile de coussins. « Mendip est curieux de savoir comment ces choses-là se passent en Amérique, » dit Lord Ranch, avant de s'enfermer dans une concentration qui ressemblait fort au sommeil, tandis que le duc marmottait sous sa courte moustache. « Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. »« Je ne serais pas fâché de savoir sur quoi nous discutons, » commença Joyce. « J'ai dit 100 fois, et je le répète, que je ne désire qu'une chose, qui est le bien des enfants. Tout le monde sait que j'ai tout sacrifié à cela. Et à quoi cela a-t-il servi, je vous le demande ?
C'est comme moi, dit Lady Range, avec une soudaine sympathie. Mais allez donc vous dévouer. Cela n'empêche pas une canaille d'homme d'affaires de venir vous arracher votre enfant le lendemain matin et de chipoter sur 2 sous de pension qu'on vous doit. Ce que j'en dis n'est pas pour la question d'argent. De l'argent, j'en ai plus que je n'en veux. Je ne crois pas que personne ici songe à s'adresser aux tribunaux, dit Boyne. Mes amis que voici adorent leurs enfants et nous savons tous qu'ils ne souhaitent que leur bien. Toute la question est de savoir comment on peut y arriver. Pour moi, c'est une affaire simple comme bonjour. Salomon, fit le duc avec un mince sourire. Oh non, c'est même tout le contraire. La division, c'est ce que je ne voudrais à aucun prix. Du moins, c'est ce que je supplie qu'on évite. Boyne se tourna vers son ami. Au nom du ciel, mon vieux, laissez-les tous ensemble. Mais ils y étaient. Et ils y seraient restés tout le temps avec moi, marmotta Walter avec désespoir. Joyce releva sa crête dorée en la secouant d'un air de défi. Cela dépend de Clive. Il ne pense pas que je vais abandonner mes enfants à la future Madame Walter que je vois poindre à l'horizon. Gérard et moi, nous sommes prêts. Clive et moi, nous le sommes aussi, jeta Madame Lelmer. Et que faites-vous de moi et de mon mari là-dedans? Intervint Lady Range. Je me charge d'avoir pour moi ce qu'il y a de mieux dans le barreau. Encore une fois, reprit Boyne, il ne s'agit pas de mêler la justice à vos affaires. Ces petits ne demandent qu'une chose, c'est qu'on cesse de livrer bataille autour d'eux et qu'on les laisse tranquilles. Judith et Terry flairent du nouveau dans la vie de leurs parents. Ils souhaitent de rester ensemble et de n'avoir pas à souffrir de la nouvelle révolution du palais. Je ne suis ici que leur porte-parole. Ces petits sont très attachés les uns aux autres. Ils ne veulent pas qu'on les sépare. Est-ce qu'entre vous tous, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord là-dessus, du moins provisoirement? Mais Pixie serait une petite sœur idéale pour Terry et Blanca, intervint Sybil Elmer. Elle connaît partout les petits amis les plus gentils. Voilà l'avantage de la vie d'hôtel, on fait des relations. Et puis Judith est en âge de se marier bientôt, et alors, que deviendront les autres? Madame Lelmer dirigea vers Boyne un sourire entendu. Vous n'avez jamais pensé que Judith pouvait se marier, monsieur Boyne? Mais Boyne ne releva pas l'insinuation. Déjà Lady Range prenait la parole. Je désire pour Zinnie la bonne vie d'intérieur dans notre ranch de Californie. Cette façon de vivre au pied levé dans les hôtels, c'est ce que je connais pour les enfants de plus démoralisant. N'est-ce pas? Vous en savez quelque chose, madame, dit-elle, en tournant ses grands yeux vers madame Lelmer. Celle-ci lui rendit un regard non moins suave. Non, dit-elle. Les miens n'ont jamais eu de ranch à Hollywood. Hollywood, Hollywood, répéta Lady Range, pâmée de rage. Madame Lelmer donna à ses sourcils un air d'interrogation innocente. Est-ce que Hollywood n'est pas en Californie? Oh, que je suis bête. C'est que je n'ai jamais été dans l'Ouest. Joyce Walter se redressa sur son coude. Tout cela, ce sont des mots qui ne mènent à rien. Il y a 4 enfants qui sont de Clive et de moi. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour le bonheur des petits Bones Del Monte comme des miens. Et voilà comment on me remercie. Personne n'est mieux indiqué que Gérard pour se charger de l'éducation de Terry, dont son père n'a jamais pris la peine de s'occuper. Mais je vois qu'on ne cherche qu'à me mettre dans mon tort. Madame Lelmer l'interrompit d'une voix mielleuse. Voulez-vous vous taire, ma chérie? Tout au plus a-t-il manqué à ces petits de sentir autour d'eux un peu plus de tendresse. Vous vous permettez, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas vous faire de peine. S'ils étaient à moi, je me figure que je me soucierais peu d'en faire des petits savants. Il me suffirait de les voir tous bien portants, heureux et les joues roses, en train de s'amuser toute la journée comme le fait Pixie, en compagnie de barman et de garçons d'ascenseur. Excellente préparation à la vie pour l'élite, fit Lady Range. Madame Lelmer sourit. Vous l'avez dit. Toutes les petites amies de Pixie appartiennent au gratin, comme vous dites. J'avoue que j'ai la faiblesse de croire que c'est encore plus important pour un enfant que de savoir que le Maroc n'est pas dans le sud de l'Afrique. Et où le mettez-vous alors? Rennie, tu m'avais dit... À cet instant, le duc se leva. C'était l'heure où il avait pour règle d'aller faire une pléno. Son départ fut le signal de la dislocation. Pour dissoudre une société, le duc de Mendip disposait d'un pouvoir incomparable. L'idée bien établie que partout où il était, là se trouvait le centre des plaisirs, effaçait tout autre sentiment dans son entourage.
Lord Ranch lui-même se secoua de son assoupissement et ramassa ses longues jambes pour un départ précipité, et son exemple fut suivi par sa femme et madame Lolmer. « Seigneur, quelle heure est-il ? Nous allons manquer le match de plongeon sur le radeau d'Elamuncy, s'écria Lady Ranch. Et moi qui ai parié 50 livres pour le grand-duc. Et tout de suite il y a le défilé de mannequins pour le prix des costumes de bain. J'ai donné un des prix. » Madame Lolmer, ayant pris dans son petit sac un bâton de rouge, restaurait avec attention le décor de son petit masque pensif. « Vous venez, Clive ?» demanda-t-elle avec négligence. « Vous êtes du jury des plongeurs. » Clive Water s'était remis pesamment sur ses pieds et jetait autour de lui des regards embarrassés. « C'est que j'avais promis d'en être. Le diable m'emporte, je suis en retard. »« Tout est toujours en retard, c'est à n'y pas tenir, » murmura madame Lolmer. « C'est bien nous, les classes laborieuses. » Joyce Water restait négligemment étendu. « Ainsi, c'est une affaire réglée. »« Réglée ? Réglée ? Que veux-tu dire ?» lança Water qui sortait de la tente. « Tu nous as réunis pour prendre une décision au sujet des enfants. Je pense que nous sommes d'accord que je garde les miens. »« D'accord, mais pas du tout. Je n'ai jamais dit cela. Martin sait mes conditions. Je n'en connais pas d'autres, et je n'en connaîtrai jamais. »« Ormrod, où diable est-il ? C'est lui le prochain inscrit sur la liste des plongeurs. Madame Huncy envoie dire que tout est arrêté à cause de lui. Ah, vous voilà Gérard, arrivez, pour l'amour de Dieu, ou c'est moi qui enlève la coupe ?» Un jeune bronze amphibie, ruisselant d'eau salée, soulevait la toile de la tente, découvrait Gérard Ormrod encore sur le dos dans son coin, et le mettait brusquement sur ses pieds, cependant que Joyce Water manifestait une subite activité. « Gérard, voyons, vous allez manquer votre tour. Clive, est-ce que le canot est là pour nous mener jusqu'au radeau ? Où avais-je la tête, ma parole ? C'est toujours comme ça toutes les fois qu'on parle des enfants, j'oublie tout. » Water mit sur l'épaule de Boyne une main persuasive. « Tu vois, mon vieux, dans ce diable d'endroit, on n'a jamais le temps de rien. Allons, tu viens avec nous à ce match de plongeon. La mer est si calme que le canot nous attend là sans bouger depuis le déjeuner. Nous serons rendus en 1 seconde. Non, tu ne veux pas. Dans ton aise. Tu manques un joli spectacle. À demain alors. Non, vraiment, tu pars demain matin ? Quelle idée ? Au lieu de rester 1 jour ou 2 pendant que tu y es, les petits, il n'y a pas à se faire de bile pour eux. Ils sont très bien là où ils sont. Reste donc. Nous pourrons ruminer la chose tout à notre aise. Alors c'est non. Eh bien, en tout cas, à ce soir. Nous irons tous les 3, Joyce et toi, sur mon béguin après le dîner, et nous causerons rien qu'entre nous. Ça te va ? Chapitre 17e. 4 jours plus tard, Boyne se retrouvait dans le salon du chalet en face du Cristallo. Il avait télégraphié à Judith. « Tout va bien », sans faire signe à Rose. Celle-ci n'approuvait pas le voyage, sans avoir été jusqu'à exprimer son sentiment, et elle s'était même offerte spontanément pour donner un coup d'œil à la pension Rosengleu. Ses objections, elle n'avait pas besoin de les formuler. Elles transparaissaient dans toute sa délicate personne, dans ses gestes, dans ses regards. C'est même ce qui donnait tant de prix au moindre témoignage de son approbation. « Ce n'est pas une personne difficile, » se disait Boyne. « C'est une personne qui choisit. » Et il ne doutait pas du choix qu'elle ferait une fois qu'elle saurait tout. Elle était sortie. Il s'assit pour l'attendre et sa conviction s'accrut de tout ce qu'il voyait, de l'atmosphère de la maison et de sa parfaite harmonie. « Willkommen, sur Dammersheim !» Cette réminiscence de Faust lui revint d'elle-même et prit son vol dans le paysage. Une paix immense l'envahit, descendue de ces plénitudes de lumière et de solitude où la petite chambre au plafond bas, pleine de fleurs et de livres, l'ouvrage abandonné sur le fauteuil, la lettre commencée sur le bureau, faisait un humble accord, mettait dans le concert une musique de vie tranquille et réglée. Quel bonheur de revoir des choses qui ont un sens, se dit-il. J'étais en train de m'imaginer que le monde entier avait perdu la tête, et il se laissait envelopper par le doux enchantement que les choses tissaient autour de lui. La porte s'ouvrit. Rose était sur le seuil, et ils s'embrassèrent. Plus tard, il devait se rappeler ce baiser. Elle s'attardait dans ses bras, les mains sur les épaules de son ami. « Sans reproche,
Vous ne m'avez même pas prévenu de votre retour. Jusqu'à la dernière minute, je n'ai pas su si je pourrais partir. J'ai attrapé le train au vol, dit-il. Et il se passait la main sur les yeux comme pour se convaincre qu'il n'était pas le jouet d'un songe et qu'il y avait encore réellement des créatures comme son ami, faites de lumière et de raison. « Vous n'avez pas l'air d'un qui rapporte la victoire, interrogea Madame Sellers. « Mais si, succès complet. » « Ah ?» Il crut découvrir dans cette interjection une nuance de dépit. Il y a des occasions où on se résigne aux bonnes nouvelles. Mais sans doute c'était une injustice. « Alors, vous avez réconcilié ces Waters ?»« Je les ai réconciliés, avec l'idée de ne pas séparer les enfants, au moins provisoirement. »« À la bonne heure !» dit-elle avec une émotion chaleureuse. « Voilà qui vaut mieux pour Terry que les Alpes et les Dolomites. Et pour Judith, ajouta-t-il. Il avait cédé au besoin d'associer la jeune fille à son triomphe. Sans doute, mais Judith est une jeune personne qui n'est pas empruntée. Elle a bec et ongle pour lutter. C'est qu'il lui faut lutter pour tous les autres et lutter contre tout le monde. Ce fut fini de l'impression de bien-être qui le remplissait tout à l'heure. Qu'était-elle devenue? Il avait suffi du petit mot de Rose sur Judith pour la faire évanouir. Il avait réussi, c'était vrai. Gagner du temps, c'était les 9/10 de la victoire. Mais comment, à quel titre, faire entrer Rose dans le tableau? C'est étrange. Loin d'elle, il ne sentait que son ardeur et son courage. De près, il n'était plus sensible qu'à ses réserves et à son instinct un peu timoré. « Racontez-moi donc ce qui s'est passé, » insistait-elle. « Eh bien, à la dernière minute, ils m'ont constitué le tuteur officieux des enfants, quelque chose comme un tuteur à l'essai. Un tuteur à l'essai. Ce doit être une jolie situation. » Elle rit et son rire envoya cette fonction se dissiper dans la région des nuées. « Il n'y a pas de quoi rire, » fit-il vexé. « C'est très sérieux, je vous assure. » « Moi, pour comprendre, j'ai besoin d'explications. » Encore, à s'expliquer. À cet instant-là, Boyne connut que c'était là ce qui lui coûtait. Avec Judith, avec Terry, il n'aurait eu que faire d'une explication. Il n'avait qu'à dire « tout va bien » pour déchaîner des sauts de joie et des jubilations. Cela se passait de raison. La vie leur avait appris qu'il ne faut pas tant demander. Mais la logique est plus exigeante, et c'est elle qu'il voyait assise devant lui, les mains jointes et attentives. « Tiens, j'oubliais » s'écria Boyne, en frappant tour à tour les deux poches de son pantalon. « Voici un petit rien que je vous ai apporté de Venise. » Il tira un petit paquet déficelé et informe, comme tout ce qui sortait de ses poches, développa le papier et fit jouer le ressort d'un écrin de maroquin. Le couvercle, en se relevant, découvrit un pendentif de cristal de roche dans une dentelle de vieille émail. Ce fut un désastre. D'une main rapide, Boyne avait repris le bibelot, enveloppé de nouveau la boîte et enfoui le tout dans sa poche, en rougissant comme un écolier pris en faute. Fouillant plus avant, il sortit un second petit paquet aussi mal ficelé que le premier et attira à lui une des fines mains de Rose. « C'est celui-là qui est pour vous. » Et il lui glissa au doigt un saphir entouré de diamants. Elle baissa les yeux dans un geste de gratitude gentil. « C'est beaucoup trop beau, » protesta-t-elle. Puis, un éclair de gaminerie lui joua au fond des yeux. « Seulement, vous vous trompez de main. C'est à l'autre qu'on met cela. Si du moins vous voulez que ce soit notre bague de fiançailles. » « Ça m'en a tout l'air, entre nous, » reprit-il, mais il pensait intérieurement. « Voilà bien l'ennui. C'est la bague que le premier venu donnerait à n'importe qui. Cela n'a rien de personnel. » Et tout haut, il reprit. « Je n'ai pas eu le temps de trouver ce que je voulais. » Mais il s'aperçut que c'était encore une maladresse. « J'aurais voulu pour vous quelque chose de particulier. C'est votre sentiment qui fait le prix de ce cadeau. Et d'ailleurs, il est si joli, » ajouta-t-elle d'une voix plus tiède. Elle lui tendit la main gauche et il plaça la bague. « Pas de chance, » grommela-t-il. Cette bague l'avait ruiné sans faire plaisir à son ami. Il voyait bien lui-même qu'elle était d'une banalité lamentable, et que Rose surtout lui en voudrait toujours d'avoir empoché le premier bijou, lequel n'était rien en lui-même, mais qui avait piqué son envie dès qu'elle avait appris qu'il était pour une autre. Fallait-il le ressortir et la prier de l'accepter? Mais non, ce n'était plus possible. Judith, elle, dans le même cas, mais quelle absurdité!
ce serait écrit qu'elle préférait le bibelot. Mais un tel manque de tact n'était pas à attendre de Madame Sellers. Celle-ci serait morte plutôt que de laisser voir qu'elle avait donné une pensée à cette bagatelle. Rose faisait jouer les diamants au jour et en admirait les feux à chaque mouvement de sa main. Elle insista pour connaître tous les détails de la négociation. Donc Boyne s'installa confortablement dans son fauteuil et se mit en devoir de tout raconter. Mais il avait beau faire, il ne savait par où s'y prendre. C'était comme s'il tirait toujours le paquet qu'il ne fallait pas. Comment faire comprendre à Rose qu'une fois les parents rassurés sur le sort des enfants, la négociation s'était poursuivie à bâtons rompus entre des bains de mer et de soleil, des cocktails, des foxtrots, des parties de poker, et en présence des tiers les plus indésirables. Faire admettre à son ami que Lady Ranch, le mari de celle-ci et le précepteur avaient pris part aux entretiens, ce n'était déjà pas une petite affaire. Mais lui faire avaler en outre Madame Lulmer, encore célèbre sous le nom de l'ex-Madame Westway, comme futur remplaçant de Joyce, c'était lui demander un effort de compréhension trop violent. L'exquise distinction de la nature l'avait tenue dans une ignorance très sincère de tous les compromis de l'existence moderne. Elle croyait encore à l'existence d'un monde d'autrefois, où on ne parlait pas aux personnes tarées, où on ne prenait pas pour confident précisément un ennemi ou une rivale. Aussi lui arriva-t-il plus d'une fois de ponctuer le récit que lui faisait Boyne de murmures de malaise et d'incrédulité. « Il faut vous dire, expliquait-il, que dans ce tourbillon il n'y a pas d'inimitié qui dure. Tous les sentiments se mêlent, tous s'abolissent dans l'universelle confusion. Une considération d'intérêt, une partie de plaisir qu'on ne veut pas manquer, réunit tout le monde et enterre les différends. Mais la plupart du temps, c'est simple oubli. Ces gens-là n'ont pas plus de mémoire que les sauvages. Ils n'ont même plus l'esprit de clan qu'ont les sauvages. Il ne leur reste que les instincts primordiaux, la faim, la toilette et la danse. Je crois que nous revenons à une espèce de sauvagerie, moins les goûts sanguinaires. De plus, dans ce monde-là, on ne peut penser que d'une manière collective. Isolés, ils deviennent incapables d'une opinion. Ce serait trop fatigant, et puis cela serait gênant pour les relations. Toute leur morale, c'est « pas d'histoire ». Et c'est en spéculant sur cette maxime héroïque que j'en suis venu à mes fins. C'est-à-dire... Ici Boyne se trouva embarrassé pour répondre. Ses idées n'étaient pas trop claires, mais enfin, cela pouvait aller ainsi provisoirement. Et le temps, c'était tout, principalement pour Terry. Les petits restent ensemble, on les laisse ici 3 ou 4 mois. C'est Lady Range qui m'a donné le plus de mal à gagner. Son mari s'est pris d'un caprice pour Zinnie, et il se rase tellement dans l'habit que sa femme saute sur toutes les occasions de l'amuser. Heureusement, au terme du divorce... Quel divorce ? Questionna Rose, qui voulait voir clair dans toutes les cartes. Le divorce Water-Lacrosse. C'est Water qui a gagné son procès contre la présente Lady Ranch. Légalement, c'est lui qui a la parole au sujet de Zinnie, de sorte que la mère a dû céder. La loi ne lui donne sa fille qu'à certains intervalles. Mais le coup de maître, ça a été d'enlever la garde de Chipstone. Si les parents avaient insisté pour le garder jusqu'au jugement, toute la combinaison était par terre. Et comment avez-vous réussi le sauvetage de Chipstone ? Boyne s'enfonça dans son fauteuil et regarda le plafond, puis se redressa et ramena son regard à la hauteur des yeux de Rose. « J'ai promis de rester et d'avoir l'œil sur les petits. C'est cela, mon essai de tutelle. » Il rit légèrement, sa gaieté resta sans écho. « Martine ? Eh bien ?» Elle tournait avec hésitation la bague neuve autour de son doigt. « Mais cela n'a pas de bon sens. Ces enfants que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et que vous rencontrez un beau matin sur le bateau, vous en prenez de gaieté de cœur la responsabilité. C'est admirable. D'ordinaire, on n'a pas à se déranger pour aller au-devant des responsabilités. Elles viennent à vous toutes seules, et plus nombreuses qu'on ne le voudrait. Je vous admire, mon cher, mais je renonce à vous comprendre. Pourquoi donc ? Ne m'avez-vous pas dit que ces enfants voulaient retourner en Amérique ? Ce qu'ils souhaitaient, c'était de vivre chez leur grand-mère. Parfaitement, et j'espère bien que c'est ainsi que tout finira. Mais pour le moment, les parents ne veulent pas en entendre parler. Je n'ai jamais eu l'illusion de croire qu'ils se résigneraient à mettre l'océan entre eux et ce bon Chip. Je n'avais qu'une chance, qui était de les persuader qu'une fois terris dans les montagnes,
Il ferait mieux de l'y laisser avec ses frères et sœurs jusqu'à la fin des chaleurs. Avec ces gens-là, tout est un problème de moindre résistance. Trouvez le moyen de temporiser et d'ajourner. Mon programme avait l'avantage d'épargner à tout le monde un certain effort cérébral. Tout le monde a fini par s'y rallier. Mais cela ne peut être qu'une solution provisoire. Heureusement, dit Rose en souriant, et elle ajouta pour corriger l'aigreur de sa remarque. Vous voyez bien, mon charmi, que vous assumez pas mal de risques. Quel risque? Un accident, que sais-je? Ce qui peut se passer d'ici à quelques mois. Vous êtes responsable. Et avec 7 enfants, dont une grande fille. Boyne se rembrunit et s'agita dans son fauteuil. Judith n'est qu'un enfant aussi enfant que tous les autres. Madame Sellers adressa un sourire secret à son anneau. Voilà bien les hommes. Vous oubliez, mon cher, que je viens de passer 4 jours tête-à-tête avec elle. C'est une jeune personne qui a des idées très arrêtées. Je l'espère bien. J'en conviens avec vous que c'est ce qui la rend intéressante. Mais cela peut aussi amener des complications. Cette fois, c'est moi qui ne comprends pas. Vous devriez pourtant le savoir mieux que personne, puisque vous venez de me dire que vous n'avez pas quitté l'ex-Madame Westway pendant votre séjour au Lido. Judith ne cache pas qu'elle a passé tout un été dans le sein de cette édifiante famille. C'est qu'elle n'imagine pas qu'il y ait rien à cacher. Cela ne vous touche pas. Si, mais cela m'effraie. Mais je ne vais pas vous faire un sermon et vous prêcher la prudence, vous me détesteriez. Il y a 2 heures que ces pauvres petits attendent des nouvelles. Elle se releva. Elle avait changé de ton et de visage. C'était comme si un nuage, en se dissipant, lui avait rendu un dernier rayon de sa jeunesse. Il s'aperçut qu'elle était en blanc, une rose au corsage, et qu'elle avait un grand chapeau de paille pendu à son bras par les brides. « Descendez vite, mon cher, et cours les voir, il commence à se faire tard. Je vous accompagne quelques pas, puis je remonterai. J'ai des lettres à écrire, des lettres très importantes, une surtout à la tante Julie. Ces petits seront heureux de vous avoir à eux tout seuls. » Elle ajouta, magnanime, « Je dois dire qu'ils se sont tenus comme des anges pendant votre absence. Ils tenaient à vous faire honneur. » Elle prit le bras de Boyne, mais à la lisière du bois où le sentier se croisait avec la route, elle le quitta. « Vous revenez dîner ?» dit-elle. « Moi aussi j'ai des nouvelles à vous apprendre. »